Bonjour à tous. Merci de vous intéresser à ce webinaire sur IA générative pratique et esprit critique qui va être présenté dans le cadre de la commission ERM et dont Pierre Valade est président et Nicolas Maresco vice-président, et qui est plus précisément dans le cadre de son groupe de travail, plusieurs groupes de travail bien sûr à la commission RM. Et là, il s'agit du groupe de travail anticipé en univers incertain qui comprend trois sous-groupes, un sur l'assurabilité, un sur les méthodes face aux risques émergents, et le troisième sur impact IA, notamment sur l'impact de l'IA générative, dont Michael Dogno est co-responsable. Merci beaucoup de votre participation. Nous allons voir donc d'abord qu'est-ce que c'est qu'un prompt engineering en pratique. Qu'est-ce qu'un modèle de langage? Comment ça marche un modèle de langage? Quelles sont les opportunités et les risques que présente l'intelligence artificielle générative? Et qu'est-ce que vient faire l'esprit critique dans tout ça? Est-ce que c'est intimement lié à l'IA générative comme deux composantes qui doivent absolument marcher ensemble? Je passe la parole immédiatement à Nicolas Maresco, donc le vice-président de la commission ERM, et ensuite Pierre Valade, le président, continuera. On va alterner pour présenter ces différents aspects au fil de la réunion. Nicolas. Alors, au bout de quelques mois, donc en mars 2023, après la sortie de ChatGPT en 2022, Bill Gates s'est dit, bah, tiens, à quoi ça me fait penser? Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a dit, bah, tiens, tous les gens qui sont en train de travailler dessus, je les ai connus avant, pour montrer qu'il était encore dans le coup. Et pour lui, donc, c'est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel, de votre téléphone portable. Et finalement, on pourrait dire que pour reprendre les termes de Marshall McLuhan, les nouveaux outils, ils sont d'abord conçus pour s'adapter aux flux de travail existants. Mais au fil du temps, les flux de travail, ils changent pour s'adapter aux outils. Et donc pour lui, ça va vraiment changer la façon dont les gens travaillent. Des secteurs entiers vont se réorienter. Et il y aura sans doute, alors ça c'est la manière dont j'interprète, que ceux qui auront le mieux saisi les choses auront un avantage compétitif. Mais d'un point de vue pratique, Pierre, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh ben, en fait, pour commencer, je vais vous présenter un exemple. Alors, c'est un exemple qui est fait avec une IA générative complètement standard. Je pense, si je me souviens bien, c'est un chat GPT-3, absolument pas entraîné de manière adéquate pour faire des traitements statistiques. En plus, donc, je m'amuse à faire des prompts qui sont juste, comment dire, anthropomorphisés, donc comme si je parlais à quelqu'un. Donc, en fait, je l'ai fait en 6 slides pour montrer un peu la démarche. Et donc, en fait, je commence à faire une première prompt, en fait, où je lui envoie, en fait, un fichier, non, des données CSV, en fait, un linéaire de variables avec des séparateurs qui sont des points-virgules. Donc, vous voyez, et des séparateurs de lignes qui sont des virgules. D'abord, je lui dis, est-ce que tu peux me le mettre dans une table? Donc, bah, naturellement, le chat GPT, ce qu'il fait, c'est qu'il me le met sous forme de table. Donc, vous obtenez cette table et il rajoute un blabla en dessous, en racontant ce qu'il a fait. Ensuite, ce que je lui dis, c'est qu'en fait, je lui demande s'il pourrait me compléter la table pour compléter ce qui est vide. Alors, pour rappel, il manque les données de sexe et les données de secteur des données ligne à ligne. Donc, quand je lui demande ça, bah, il me dit non. Alors, il y a tout un blabla qui dit que données confidentielles, il n'y a pas blabla, tout ça, etc. Il dit non. Donc, à ce moment-là, je lui pose une deuxième question. Je lui dis, en fait, est-ce que tu es capable d'identifier le secteur d'activité des compagnies sur la base du nom des compagnies? Et donc, à partir de là, bah, il me donne cette réponse. Et en fait, effectivement, il m'indique que chacune des compagnies, il arrive à les identifier avec le secteur d'activité.
naturellement, il met des précautions de rigueur, etc. Parce que de toute façon, c'est un modèle généraliste. C'est le même modèle que je pourrais utiliser pour qu'il m'écrive une poésie ou pour qu'il me résume un roman. Une fois que je fais ça, je lui dis, bah, sur ces résultats, est-ce que tu peux me les mettre dans la table et l'afficher? Donc là, en fait, il me dit non, pour des questions de traitement de statistiques qui ne sont pas complètement adaptées. Donc à partir de là, je le câline un peu, je reformule ma question différemment en lui disant, tu as été capable de dire que Rins France, c'est du secteur assurance et gestion des services d'assurance et de gestion des risques. Est-ce que tu peux me l'associer? Est-ce que tu peux poursuivre cette association dans la table? Et là, cette fois, il me l'a rempli. Donc à partir de là, en fait, on arrive à contourner un peu les blocages. Voilà. Il reste que j'ai la donnée de texte qui n'est pas remplie. Donc, à partir de là, j'ai vu que j'ai des questions pour contourner. Je lance une deuxième question pour contourner le problème du genre. Et je lui dis, est-ce que sur la base du prénom, tu peux me remplir le genre des personnes de la table? Et là, il me répond non. Essentiellement parce qu'en fait, il a des limites sur les questions de genre et il n'est pas autorisé à remonter ce genre de questions qui sont des variables potentiellement sensibles, eu égard à la confidentialité des trucs, des données. Donc là, en fait, je vais arrêter là mon exemple pour montrer qu'en fait, comment dire, avec une IA qui est absolument pas adaptée à ça, absolument pas entraînée à ça, bon, j'arrive déjà à faire des traitements sur une petite table. Je pourrais très bien, en fait, supposer que j'arrive à avoir accès au même type d'IA générative, mais qui a été entraînée de manière adaptée pour fournir des meilleurs résultats. Alors déjà, en fait, elle peut être adaptée pour pouvoir être capable de traiter directement dans des bases de données. Donc en fait, ouvrir des fichiers Excel ou des fichiers codés en base de données et travailler dedans. Et ça, c'est juste une fonctionnalité qui est déjà développée dans certaines versions de d'IA générative. Ensuite, elle peut avoir été entraînée pour fournir des réponses adéquates sur des traitements statistiques. Et donc, à partir de là, ce que ça veut, pour donner un exemple, c'est que en fait, l'IA générative ne peut fournir des résultats que qui sont déduits ou des données de son set de données dans traitement. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple, là je donne un exemple, si une IA est entraînée uniquement sur tous les textes légaux, tous les textes qu'elle sortira auront une tête de texte légal. Ou pour le donner d'une manière un peu plus cocasse, si j'entraîne une IA générative sur l'intégrale des blagues à Toto, toute réponse qu'elle me donnera ressemblera à une blague à Toto. Le deuxième point, en fait, si je veux une IA qui soit vraiment intéressante pour faire des traitements statistiques, je veux que le plus possible les traitements soient réplicables. Et donc, en particulier sur les IA génératives, il y a toute une série de paramètres qu'on peut utiliser pour l'apprentissage et pour les applications, les usages après. Il y a notamment le paramètre de température. Et le paramètre de température, ça correspond, on va en parler un peu plus tard, notamment avec Nicolas, c'est le niveau d'aléatoire qu'on autorise dans la construction des réponses. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on met une température la plus basse possible, on aura des traitements qui seront les plus réplicables les uns après les autres. Si on avait une température à zéro, le résultat sera toujours le même pour la même question. Et naturellement aussi, en fait, mes résultats, ils vont dépendre de la rédaction de mes questions, comme vous l'avez vu, et des limites qui sont imposées. Parce que vous avez bien vu que, par exemple, quand je demande de compléter la table, il ne me le fait pas tout seul, et il faut que je lui prenne la main. Et quand je lui demande des questions de genre, parce qu'il a des limitations pour parler de données qui peuvent être potentiellement offensantes dans un usage grand public, et ben à ce moment-là, en fait, il refuse de répondre. Donc en fait, si j'ai une IA qui n'a pas ses limites sur le traitement de genre pour des enrichissements statistiques de données, je peux très bien lui demander de faire ça. Donc Et tout par ça, rapport à... voilà. Et donc, en fait, tout ça, ce sujet de contournement des prompts et des questions, en fait, Nicolas, vas-y. C'est un exemple parce qu'il y a également un commentaire dans le chat. On peut faire un jailbreak du LLM, donc beaucoup de jargon, pour qu'il accepte de retrouver le genre. Et un exemple de ça, c'est, alors pour un assureur, c'est un peu étonnant, mais de se dire, ben, finalement, vous pourriez poser la question, comment voler une voiture? Et là, alors ce qui est sain, c'est que l'IA générative, ben non, attendez, vous comprenez, moi je ne peux pas fournir des instructions ou des invites, des prompts pour des activités illégales. Très bien. Et à ce moment-là, vous allez utiliser un prompt négatif. Ça veut dire quoi? C'est qu'il va aller chercher non pas la réponse la plus proche, mais la réponse opposée ou orthogonale. Et donc, vous allez réinjecter sa réponse
dans l'invite et en cherchant le prompt négatif de cette réponse. Et c'est là où, bizarrement, enfin, ce n'est pas souhaité par, bien sûr, les fabricants ou les concepteurs. Bon, alors là, pour faire ça, ben, vous pouvez faire ci ou vous pouvez faire ça. Et donc, effectivement, il y a de nombreux modèles qui sont très performants, dont les concepteurs ont cherché à canaliser les résultats, mais qui restent encore faciles à casser par rapport à ça. Donc, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, un autre exemple, et ça rejoint la question de la température. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle de langage? Alors, ça peut également faire d'autres choses, des images, ou vous aider à faire améliorer vos propres requêtes. Un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre, c'est que vous pouvez faire une première requête et ensuite, avant même de la lancer, vous allez lui demander de l'améliorer. Mais à la base, comment ça marche? Vous avez peut-être déjà vu ça dans votre mail de votre messagerie préférée où vous commencez à taper quelque chose et il va vous proposer les mots suivants. Et donc, salut David, comment vas-tu? Le temps à Toulouse est, et là, que fait la machine? Et ben, ils vont prendre les statistiques, la probabilité. Newton mange une pomme, c'est quoi la probabilité? Le temps à Toulouse est ensoleillé, pluvieux, froid, etc. Et derrière, il va prendre, en fonction de ce que je connais, le temps, la slide d'après, s'il te plaît, le temps à Toulouse est, il va regarder la probabilité que le temps à Toulouse soit ensoleillé. Et si la température était à 0, il n'aurait aucune imagination, il prend la réponse la plus probable et il dit tous les jours, le temps à Toulouse est ensoleillé. Alors, ça tombe bien parce que c'est une des villes les plus ensoleillées de France, mais il s'avère que de temps en temps, il peut pleuvoir, il peut neiger. Je crois que la ville rose connaît en moyenne 84 jours d'ensoleillement important, 120 jours avec un soleil timide, mais c'est pas ça. Et donc, derrière, c'est vraiment cette logique de probabiliser, de chercher. Alors, c'est encore plus fin que le mot, ça s'appelle des tokens, donc c'est des petits bouts de mots par rapport à ça. Mais ce n'est qu'un bout du sujet. Pierre, est-ce que tu peux nous raconter d'un point de vue plus macro comment ça peut s'articuler, cette architecture? Ouais, alors, comment dire, c'est un truc, on pourrait en parler 2-3 heures et encore, moi je serais pas capable d'en parler 2-3 heures de manière satisfaisante, mais en fait de manière schématique, on a construit une sorte de dessin pour essayer de montrer l'idée de ce qu'on comprend des LLM. LLM pour Large Language Model. Donc en fait, si on part de gauche à droite, en fait on a une architecture transformer que je vais détailler plus avant la slide d'après. On a une infrastructure cloud parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nécessite des gros volumes de mémoire et de calcul. Et donc, à partir de là, on a besoin d'avoir les machines qui peuvent faire tourner ça tout seul. Il en existe, mais en fait, elles sont normalement pas abordables pour vous et moi. Et après, il y a aussi des sets de données d'entraînement dont j'ai déjà parlé, qui correspondent déjà à l'univers des possibles dans lequel vont s'inscrire l'ensemble des sorties du LLM. Tout ça, en fait, ça sert à entraîner un LLM, donc toujours. Et ce LLM, donc, il va commencer sa vie pour être sollicité une fois qu'il aura été entraîné. Et cet entraînement, il va aussi évoluer parce que c'est un processus autorégressif. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des questions qui lui sont posées, ça lui fait un human feedback qui permet de réorienter ses matrices de probabilité sur comment, par exemple, sur le temps à Toulouse, est-ce que ensoleillé, c'est de plus en plus probable ou est-ce que quelque part, la neige monte en probabilité sur la base des retours progressifs des questions. Et donc, dans l'usage, ce qui va se passer, c'est un peu ce que j'ai mis dans les premières slides, c'est qu'on a un utilisateur, comme vous et moi, qui va envoyer une invite, un prompt, et en fait, l'IA générative va, peut-être avec différentes itérations ou en sortant différentes possibilités de réponse, va sortir une réponse à la question. Et en fait, en faisant des tirages aléatoires. C'est-à-dire qu'en fait, elle va dire, alors, les IA ancienne génération, donc des années 1970 jusqu'en 2017, en fait, elles vont prendre la probabilité du premier mot. Alors, elles vont tirer un premier mot. Après, la probabilité du deuxième mot, elles vont tirer un deuxième mot. Après, la probabilité du troisième mot, elles vont tirer un troisième mot. Après, elles vont vérifier la cohérence des trois avec le début de la question, etc., etc. Et donc, c'est un calcul très long. On pourrait dire NP complet, qui nécessite énormément de calcul et qui livre des phrases. Et donc, tout ça, sur la base du retour utilisateur, qui va être perçu par le LLM, en fait, ils vont faire évoluer au fur et à mesure les probabilités que
le mot pomme de terre soit le premier mot ou le deuxième mot, etc. Ou alors qu'ils suivent Toulouse ou pas, etc., etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, il y a eu une disruption quelque part dans ce niveau dans ces LLM qui était déjà développé depuis très nombreuses années. En fait, il y a une publication des laboratoires de Google qui s'appelle Attention is all you need. Donc, et qui correspond au fait que plutôt que d'avoir quelque chose de séquentiel et procédural du premier mot de la phrase jusqu'à la fin, avec des rebouclages pour vérifier la cohérence de la phrase et des rebouclages pour vérifier la cohérence entre les phrases et de rebouclages pour vérifier la cohérence des phrases avec la question, etc. Ils ont plutôt dit, on va essayer de faire un mimique de comment fonctionne l'esprit humain. Et l'esprit humain, quand il lit une phrase, en fait, il ne s'interroge pas mot par mot la cohérence des choses, etc. En fait, il a ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé des points d'intention qui font que quand on lit une phrase, normalement, il y a un premier mot ou un ensemble de mots qui attire notre attention. Après, il y en a un deuxième, et le sens de la phrase dans notre esprit se construit par rapport au mot qui attire notre attention avec un certain ordre. Et donc, en fait, ils ont fait pareil, ils ont créé des matrices d'attention dans les LLM qui remplacent le côté séquentiel du premier mot, puis du deuxième mot, puis du troisième mot. Et ça a permis de réduire fortement déjà le temps de calcul. C'est-à-dire que plutôt que de faire tous les trucs circulaires qui se réappellent les uns les autres et qui circularisent, en fait, ils sont passés sur des matrices d'attention qui, en fait, sont l'architecture maintenant des LLM. Après, le LLM, comment ça marche? Alors, une image récurrente que j'entends souvent, c'est que c'est comme un plat de lasagne. Donc, en fait, il y a des couches de pâte avec entre-dedans de la sauce et des légumes. Et donc, en fait, quand on passe un prompt dans un LLM, le prompt, il passe une première couche qui correspond à l'ELM. Il va traduire la phrase en matrice de probabilité. C'est du calcul vectoriel, en fait, les LLM. Et donc, en fait, il va avoir un vecteur qui correspond, qui va être la traduction en niveau de probabilité de la prompt qui a été saisie. Après ça, il va commencer à se dire, bah, avec ma matrice d'attention, c'est le troisième point du vecteur qu'il faut traiter en premier. Et il va commencer à dire, ce mot-là, c'est quoi la notion la plus probable dans quelques centaines de milliards de paramètres, par exemple, qui pourraient commencer à construire la réponse. Et donc, il va en identifier un, deux, trois, avec la chaleur, avec la température. En fait, on voit il va en choisir un, et il va commencer à construire au fur et à mesure ça. Et après, il va commencer à construire les phrases de réponse, et après, il va sortir la réponse. Et en fait, cette manière de faire, par les matrices d'attention, a permis de réduire fortement le temps de calcul avec des livrables qui ont une qualité et une précision qui s'est augmentée. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui a été disruptif en 2017 et qui a été porté par Google. Dernier point avant que je laisse Nicolas embrayer aussi, ce qui est remarquable, c'est que ces LLM, on s'en sert tous de manière assez fréquente depuis longtemps, parce qu'en fait, la première LLM qui fait ça, c'est BERT, qui est celle qui traduit les questions qu'on saisit dans Google en résultats de recherche. Et en complément, ce qui est intéressant, c'est que c'est, comme tu le dis, de la recherche qui a été mise en accès libre. Et ça a permis que cette révolution soit vraiment démocratisée, même si les scientifiques, un peu comme Yann Lequin dans d'autres aspects, ne s'attendaient pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Il y a des surprises, des bonnes surprises. Mais vous voyez aujourd'hui que malheureusement, il y a une tendance à se dire, bah, maintenant que ça se développe, ça va devenir du business, on va peut-être refermer de plus en plus ces aspects-là. Alors, comme tu le montrais dans le schéma juste avant, il y a à la fois des aspects de données, ça, il y a vraiment un enjeu clé, mais ce qui a permis ces éléments, ces informations, à la fois, c'est bien sûr ces concepteurs de modèles de langage. Donc, la slide d'après, s'il te plaît. OpenAI avec ChatGPT, Google avec Bard, Meta, donc ex-Facebook avec Llama, Mistral AI qui vient de se lancer en France. Ensuite, il y a les fournisseurs d'infrastructures. Alors, NVIDIA, ils ont réussi à la fois à créer des puces, à les designer et en plus avoir un logiciel par-dessus. Il y a d'autres acteurs sur les hyperscalers, donc au niveau de l'informatique dans les nuages, que ça soit AWS, Azure, OVH. Et il y a également des entreprises qui proposent des cas d'usage. Et donc, il y a vraiment aussi un socle technologique qui a permis cette émergence. En termes de géopolitique, d'ailleurs, quand vous regardez, c'est assez étonnant parce qu'il y a quelques pays qui prennent quasiment la majorité.
Vous avez des outils de lithographie pour créer les puces. Donc ça, c'est hollandais. Vous avez les semi-conducteurs, donc non pas au niveau de la création, de la conception, mais plutôt de la fabrication, donc au niveau de Taïwan, avec des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis. Et au niveau des GPU, typiquement, à l'origine, donc les CPU pour des calculs, les GPU pour des graphiques, et c'était le cœur de métier de NVIDIA qui a permis ces révolutions. Aujourd'hui, OpenAI, avec ChatGPT qui est aujourd'hui dans sa 4e version, est un des plus grands, mais maintenant, à chaque nouvelle version, il ne dit plus rien sur ce qu'il fait. En revanche, Llama, donc ça c'est aussi un parti pris de Yann Lequin qui a réussi à convaincre Mark Zuckerberg à ce stade de rester ouvert, reste plus pour des aspects scientifiques. Ensuite, il y aura peut-être une question, c'est qu'aujourd'hui, tous ces modèles se sont appuyés sur les données disponibles sur Internet, entre guillemets en libre accès, mais peut-être que d'ici 2025 ou 2030, on aura fait le tour de ces données. Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'il faudra aller chercher dans les données des entreprises ou autres? Et enfin, donc, comme je vous disais, il y a vraiment des camps réglementaires clairs en termes qui traduisent aussi la volonté de prendre la main. Donc, vous avez la Chine qui a lancé déjà quelque chose, les USA, les États-Unis également, et en Europe, en ce moment, vous êtes en phase de trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen pour se dire comment on définit l'IA, qu'est-ce qu'il y a au risque et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs. Ça a été rajouté à la dernière minute, c'est-à-dire entre guillemets pour des évolutions réglementaires, avec la sortie et l'explosion de ChatGPT. Et ces jours-ci, vous avez la présidence espagnole qui se dit comment est-ce qu'on définit ça, ces modèles de fondation, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'a pas en plus des modèles de fondation très capables, avec par exemple aussi des gens qui ont plus de 10 000 en utilisateurs business ou 45 millions d'utilisateurs grand public pour leur donner des contraintes de sécurité ou d'autres. C'est encore en train de bouger. Alors le côté positif, c'est que l'Europe essaye de prendre ça en marche. Et comme en parallèle, au niveau de la France, vous avez l'AFNOR et autres qui essayent de développer la normalisation, ça peut être intéressant pour les actuaires de contribuer à ces normes. Si tu veux bien passer la slide après. Au-delà de ça, à quoi ça sert? On voit bien, alors il y avait un article récent, mais des cas d'usage tout au long de la chaîne de valeur. Ça peut être en acquisition pour produire du contenu pour améliorer le business entrant. Ça peut être accompagner le consommateur avec un discours adapté à son niveau de connaissance, voire même aller chercher dans toutes les données de la maison les contrats, les garanties pour lui expliquer de manière simple le contenu d'un contrat, proposer des garanties, des options adaptées à ses besoins. Alors, directement au client ou plus probablement dans un premier temps en accompagnant les gestionnaires, notamment quand vous avez des assureurs qui ont une très large gamme d'offres. Ça peut être de la souscription, même si aujourd'hui la souscription santé est dans l'AI Act considérée à haut risque, mais en ce moment il est en train de dire finalement comme ça ne prête pas, il n'y a pas mort d'homme derrière, potentiellement ça pourrait être un peu plus allégé. Ça peut être générer de la formation pour les commerciaux. Ça peut être un chatbot pour aider en interne à la gestion de sinistres compliqués. Ça peut être de l'analyse des données, générer des données synthétiques, par exemple, ce qui peut être utile lorsque vous avez des données rares qui sont réelles ou insuffisantes pour modéliser les risques. Un exemple, vous avez Helsing, une société qui travaille à appliquer de l'IA à la défense. Et aujourd'hui, quand vous essayez de faire un système qui va essayer de lutter contre des drones, par exemple, vous n'avez pas tous les jours des drones en face de vous. Et donc, plutôt que vous pouvez utiliser des outils comme Midjourney, donc une autre IA générative pour générer des photos, avec plein de drones devant vous, avec de la nuit, avec des reflets, etc., et voir si en face, potentiellement, la machine est capable de les traiter. Il y a la programmation avec générer du code prêt à l'emploi, du text-to-code, traduire un langage, vous pourriez passer du COBOL à quelque chose d'autre, même si COBOL peut être efficace, analyser et produire des rapports, les parcourir, les résumer rapidement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un humain derrière, vous qui allez pouvoir apporter votre valeur ajoutée, mais il y a toute une phase d'injection ou de synthèse qui peut être avancée. Et donc,
au-delà de l'AI Act, il se dit mais comment l'Europe cherche à maîtriser l'utilisation de l'intelligence artificielle avec la difficulté de considérer non pas des cas d'usage, mais l'IA générative d'un point de vue générique, quel que soit l'usage. Il y a également la question qui se pose, notamment par Guillaume Avrin, le coordinateur national de la stratégie intelligence artificielle de la France, sur l'assurance de ces systèmes intelligents. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas obligation d'assurer un système d'IA. Il y a eu des propositions qui ont été faites, mais pour l'instant, l'idée, c'est également potentiellement d'attendre, de ne pas mélanger les choses, que l'AI Act soit stabilisé pour le faire évoluer. Ensuite, c'est un système informatique, donc cette IA peut être couverte par des assurances de risque informatique, perte de données, fraude, RC, cyber. Et enfin, il y a une question de débat en cours sur quelle est la responsabilité de civile de l'IA ou de ses concepteurs ou du fabricant, avec quelle modalité. Mais Pierre, est-ce que c'est irrémédiable? Effectivement, pour moi, en fait, la boîte de Pandore est ouverte et donc en fait, ces outils-là, ils sont déjà, en fait, quand on regarde historiquement, les plus anciens modèles datent vraiment du siècle dernier, mais en fait, la disruption de 2017 fait que, comment dire, leur utilisation, leur consommation, comment dire, est plus ou moins rend l'usage et leur usage irrémédiable. Parce on aura du mal à revenir en arrière à un moment par rapport à ce qu'ils sont déjà capables de fournir. Par contre, il y a encore plein de choses qui sont en cours de développement et qui vont continuer en fait, qui vont sortir au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est des prototypes qui sont en train de se monter progressivement pour tester plein de choses. Alors déjà, en fait, il y a tout ce qui est propriété émergente, parce qu'en fait, les gens qui font ça découvrent progressivement qu'en fait, ces LLM, au-delà de produire des réponses à des textes basés sur une des données d'entraînement, il y a des choses qui émergent. Et donc, ils arrivent à trouver des cas où, par exemple, ils arrivent à faire des maths. Alors, c'est très coûteux en termes d'énergie par rapport à bêtement utiliser du code qui fait de l'algèbre. Mais en fait, ils arrivent à faire des maths. Plus récemment, sur des IA génératives multimodales, donc qui sont capables de comprendre des images, du son et aussi de répondre des choses, etc. Ils ont réussi à avoir une IA générative à qui ils disent prépare-moi un café. Et en fait, l'IA générative a navigué dans des images virtuelles, dans des photos à 360 degrés d'une maison, jusqu'à trouver la cuisine, trouver la machine à café. Et quand il a voulu commencer à dire j'appuie sur le bouton de la machine à café, il s'est trompé sur le bouton démarrer. Mais il n'empêche que, comment dire, c'est quelque chose qui est relativement remarquable, dans le sens où on voit qu'il y a plein de propriétés émergentes qui sont progressivement testées, travaillées, etc. Et donc, par exemple, et on voit aussi que les IA génératives jusque dans une certaine mesure, arrive à jouer aux échecs avec un niveau raisonnable. Ce qui paraît relativement surprenant, en fait, ça l'est pas tant que ça. On peut imaginer naturellement qu'en fait, elles pourront faire déjà tout ce qui va être fiabilisation, traitement, contrôle de données, qui actuellement peuvent être faits par des actuaires dans les compagnies. Ensuite, il y a des sujets de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, et là, c'est plutôt la scène open source qui est au front là-dessus, c'est arriver à optimiser des modèles d'IA générative pour qu'avec une puissance de calcul limitée et une mémoire limitée, on arrive à avoir des résultats raisonnablement potables. Et donc, en fait, tous les jours, il y a des tests d'apprentissage en codant les données sur 2 bits, 4 bits, 6 bits, avec différents nombres de milliards de paramètres ou pas qu'on prend dans la matrice, etc. Et en fait, tout ça, c'est en train d'être travaillé. Il y a aussi essayer de rationaliser et d'optimiser tous les calculs matriciels avec les matrices creuses, la diagonalisation, etc. Ouais, tout ce que vous avez appris en calcul matriciel, en fait, actuellement, c'est très trendy dans tout ce qui est optimisation. Pareillement, en fait, quand Nicolas mentionnait Nvidia, en fait, Nvidia en particulier grave des processeurs qui sont dans un salon faits pour faire tourner des jeux vidéo en 3D, mais en fait, et d'autres choses. Et en fait, leurs processeurs, ils sont en train aussi de les adapter justement pour être performants dans le calcul matriciel, y compris avec tous ces traitements d'optimisation. Et c'est pour ça qu'Nvidia est au front sur les LLM. Ensuite, il y a aussi un sujet qui va correspondre à optimiser les sorties. Alors, c'est vrai que là, je ne l'ai pas mis, mais en fait, qui va correspondre à avoir des LLM qui vont permettre d'utiliser donner des résultats d'autant plus précis et adaptés aux besoins de chacun.
Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il faudrait un LLM qui aurait accès à mes données personnelles. Et là, tout à coup, c'est quelque chose qui rentre en conflit d'intérêt avec le RGPD. Mais par exemple, ceux qui sont le plus en avance là-dessus ou qui vont l'être, ce sera automatiquement Apple, qui en fait, s'ils auront une IA générative dans l'écosystème Apple, vu qu'ils ont toutes vos données personnelles en même temps et que vu qu'ils ne les partagent pas à l'extérieur, ils sont conformes au RGPD, ils pourront avoir une IA qui en fait va vous répondre sur l'anniversaire de votre grand-mère, l'historique de ce que vous avez acheté, donc c'est quoi ce que vous devriez acheter en termes de vêtements, etc., etc. Donc voilà. Et en fait, toutes ces fonctionnalités, en fait, comment dire, vont très vite devenir très très pratiques. Et à ce moment-là, ce sera difficile de revenir en arrière. En conséquence, là, on parle de la vie générale, mais après, quand on veut recoller à la vie d'un actuaire, la vie professionnelle d'un actuaire, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on est au niveau du prototype, mais il y aura bien quelqu'un il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus qui vont commencer à préparer des sets d'entraînement spécifiques pour, par exemple, des traitements statistiques plus ou moins élaborés, des régressions, du fitting, du contrôle, du dédoublonnage, etc., etc. Et tous les tests qu'on pourrait vouloir faire de répartition, de concentration, etc. Et donc, à partir de là, avec des prompts du type, comment dire, peux-tu me faire ça sur ces données-là? Vu qu'il n'y aura pas de limite, ils vont le faire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, un actuaire sera capable de produire énormément d'analyses et de traitements de données avec 3 phrases qu'il enchaînera le matin. Après, il y aura le processus de contrôle et de rapport de statistiques de qualité du livrable qui sera aussi produit par une autre IA générative, etc., etc. Et donc, en fait, ils vont être capables de produire énormément de choses. Et après, il y aura l'IA qui produit le texte, qui va lui faire un premier jet d'analyse qu'il pourra relire et adapter. Donc, en fait, tout ça fait que, globalement, le travail qu'il faisait peut-être en 2 semaines, il le fera en une demi-journée en mouillant la chemise. Et en fait, on va être dans un autre paradigme sur toute une série de données. De manière générale, moi, la manière dont je l'anticipe, ou je le formule plutôt, c'est que tout ce qui relève de travaux de production qui doivent être prédictibles, donc qui correspond plutôt à des critères d'excellence d'exécution plutôt que des critères qui relèvent du jugement, en fait, pourront être pour tout ou partie largement automatisés ou soutenus par ce genre d'outils. Et donc là, je vais laisser Florence prendre le relais. Alors, juste avant, effectivement, on voit bien que Tu veux ça que a je revienne? commencé. Non, c'est très bien. En laissant l'autocomplete terminer nos phrases, euh, on voit bien que il y avait en termes de risque dans le chat que finalement le contenu soit tellement produit par le chat GPT qu'il soit, ou d'autres, hein, réinjecté dans la matière. Et aujourd'hui, vous avez des questions sur une certaine dégradation ou alors, lorsque vous allez chercher du contexte en amont un texte, il va peut-être regarder le début ou la fin de ce contexte, mais être moins attentif, on parlait d'attention tout à l'heure, au milieu par rapport à ça. Il y a d'autres techniques. Alors, il y a encore un acronyme, le RAG, pour voir avec du long chain. Alors, vous voyez, c'est rien que le glossaire pour ce nouveau sujet est assez intéressant pour aller chercher la réponse à une question dans un corpus. On va en parler tout à l'heure. Mais finalement, Florence, euh, est-ce que tu aurais un exemple concret de c'est quoi les risques ou de dérives? Oh, ben des risques, il y en a pas mal. Mais il y en a un qui est, enfin, qu'on vous montre là, qui montre que cette petite bête ultra puissante, elle peut quand même se tromper, hein. On a l'exemple de cette question, la mère de Bill a eu 3 enfants. C'est drôle parce que 2 d'entre eux portent le nom de président américain. Pouvez-vous nous dire le nom de l'enfant qui ne porte pas le nom d'un président américain? Et il répond gentiment, oui, la réponse est Bill. La mère de Bill a eu 3 enfants. Le premier s'appelle Bill et les 2 autres portent le nom de président américain. Donc, et ça, c'est vrai sur GPT 3.5, GPT 4, etc. Et donc, on voit qu'il faut être vigilant, attentif, parce que la, la, le processus, je ne dirais pas la logique, mais la manière dont fonctionne
l'intelligence artificielle, qui est des proximités, donc calculées de façon très, très puissante, etc. Mais ce n'est pas une logique humaine. Et donc, il y a des accidents, il faut donc être très, très vigilant. Et nous allons voir quels sont, je vais passer la parole à Nicolas, qui va faire un petit peu un inventaire des points d'attention que nous devons avoir. Et nous verrons ensuite comment nous pouvons nous défendre contre ces risques. Ah, on ne t'entend pas, Nicolas. Enfin, moi, je ne t'entends pas. Effectivement, dans leur livre Noise, Kahneman, Sibony et Sustain, ils rappellent que dès qu'il y a un jugement, il y a bruit. Quand vous avez deux médecins qui posent des diagnostics différents pour le même patient, quand deux juges attribuent des peines plus ou moins lourdes pour le même crime, quand deux responsables de ressources humaines prennent des décisions opposées à propos d'un candidat à un poste, nous sommes face au bruit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à réduire ces risques de biais, à maintenir la continuité des opérations, à lutter, même si on a bien vu qu'il y a toujours un jeu du chat et de la souris ou du gendarme et du voleur, contre les usages toxiques, illégaux. Il y a des questions de confidentialité, au-delà des questions de propriété intellectuelle, des éléments qui ont servi à la base, mais la suite, de ne pas confier à la machine des secrets d'affaires, des secrets d'entreprise, des logiques d'opacité, parce que ça reste une boîte noire. Déjà, l'intelligence artificielle, en général, a du mal à être explicable, même s'il y a des techniques comme AI Evidence qui vont essayer d'aller chercher des explicabilités à des endroits différents de d'autres. Et enfin, on l'a vu notamment avec la température, vous avez des risques d'imprévisibilité du résultat. Et en complément, par rapport à ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, vous avez aussi l'idée, c'est que l'IA générative ne fasse pas tout et potentiellement puisse s'appuyer sur d'autres outils, des plugins. Par exemple, sur des sujets mathématiques, statistiques, vous pouvez avoir des plugins de Wolfram. Quand vous voulez faire du code, ils ont lancé un plugin sur code interpréteur, interpréter du code. Et par rapport à la multimodalité, vous avez la capacité d'optimiser un prompt dans ChatGPT et ensuite le passer à une machine spécialisée dans la génération d'images ou de vidéos. Donc, c'est non seulement, même si vous maîtrisez un outil, potentiellement avec l'évolution, ça va faire. Mais donc, finalement, si on revient au problème à la question des actuaires, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement, ce type de biais pour nos activités, Pierre? Eh ben, exactement. En fait, là, quelque part, on a une matrice des risques dans l'usage de ces outils. Et en fait, on se permet de réfléchir en se disant, quelque part, dans un outil, s'il est à utiliser dans certains processus, qui vont être les différentes colonnes du tableau, en fait, on a ces éventuels sujets problématiques dans les différentes lignes. Et on va se dire, par rapport à un usage général j'utilise ChatGPT pour pour aller chercher la recette d'une quiche aux épinards. C'est quoi la différence de risque par rapport à l'utilisation de ça pour, par exemple, faire de l'analyse de dossiers sinistres ou du contrôle de données ou de l'utiliser sous forme de chatbot pour répondre à des demandes complexes des assurés. Donc déjà, en fait, quand on prend le risque de biais, on voit que dans tout ce qui va être analyse de données de personnes, donc les dossiers sinistres ou les demandes complexes des assurés, potentiellement, les biais de ces outils peuvent être plus élevés et problématiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se retrouve dans une relation commerciale a priori ou a posteriori, et en fait, où l'outil doit être amené on va de même intégrer les biais de ces données d'apprentissage dans les réponses qu'il va faire. Donc pour donner un truc, j'espère cocasse et qui fera moins rire, et qui fera plus sourire qu'autre chose, si par exemple, en fait, dans mon données d'apprentissage, en fait, j'ai mis que manger des spaghettis c'est cancérigène, et ben à ce moment-là, il se peut très bien que c'est un biais, parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que manger des spaghettis c'est cancérigène. Mais par contre, les réponses qu'il va faire, dans les dossiers sinistres, si l'assuré dit qu'il a mangé des spaghettis, il va avoir le biais de ça, il va donner un problème, etc., etc. Donc en fait, le risque de biais est potentiellement plus élevé. Pour la continuité des opérations, dans ces outils-là, en fait, les dossiers sinistres ou les contrôles de données sont des processus qui peuvent être un minimum temporisés quand il y a une panne de courant, on va dire. Donc à partir de là, en fait, le sujet de continuité des opérations peut être temporisé sur ces processus-là
avec l'outil, c'est l'usage de ces outils. Par contre, dans la représentation face au client, en général, on s'attend à ce que ces outils-là soient mis en avant pour avoir une disponibilité H24 complète et qu'il n'y ait pas même de problème d'embouteillage ou d'engorgement s'il y avait un afflux, particulièrement les clients, comparativement à avoir des salariés qui font la représentation à la place. Donc, en fait, il y a un risque qui sera plus élevé de fait. Dans tout ce qui est usage toxique et illégaux, donc en fait, si par exemple je veux utiliser, non, si dans la vie de tous les jours, je veux apprendre comment faire de la nitroglycérine avec ChatGPT, ça c'est un usage vraiment illégal. Normalement, je pense que je dois pas avoir le droit de faire ça. Pour ce qui est de l'analyse de dossiers sinistres, de contrôle de données ou de chat ou de réponses par rapport à la demande d'assuré, les limites et la nature des usages font qu'en fait, il n'y a pas d'activité illégale sous-jacente, donc normalement le risque est plus faible. Au niveau de la confidentialité, en fait, ce sujet de la confidentialité, il est toujours rattrapé par les niveaux de sécurité cyber et RGPD de l'entreprise qui aura ce processus. Donc à partir de là, en fait, pour moi, le niveau reste, il y a pas de risque surélevé, suraggravé par ce genre d'outil, en sachant que je pars naturellement du principe que c'est des LLM qui vont être stockés soit sur des machines et des serveurs qui sont internes à l'entreprise, soit chez des prestataires qui auront aussi tout ce qu'il faut en termes de critères de confidentialité et de sécurité, parce que sinon, c'est quand même une erreur opérationnelle. En termes d'opacité, le risque sera potentiellement plus élevé parce que, en fait, tout ça, c'est des processus qui sont cœur au fonctionnement de l'entreprise et qui pourraient requérir d'avoir une auditabilité en cas de contentieux ou de problème. Si un dossier sinistre escalade et mène à un procès, ben, automatiquement, dire c'est le LLM qui m'a donné la réponse au hasard et que c'est comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas recevable s'il y a un dommage humain en face qui est mis en face, qui est opposé et qui demande compensation devant une autorité judiciaire. C'est la même chose pour les autres processus. En termes d'imprévisibilité, en fait, bah là, potentiellement, ce sera plus élevé sur tout ce qui va entraîner des décisions administratives d'indemniser ou pas, ou de contrôler les données. Si par exemple, par hasard, parce que quelqu'un mangeait des spaghettis et refuse de payer le sinistre pour un et que l'autre il mangeait des courgettes, donc ça marche, ben, c'est quelque chose d'un peu problématique quand après il y a des audits où il y a un contrôle des choses. Pour ce qui est de traiter des demandes des clients, en fait, déjà, quand c'est des conseillers humains, il peut y avoir des réponses franchement différentes si c'est deux personnes qui décrochent le téléphone ou si, en fonction de la journée, elles sont à des niveaux de glycémie différents, la même personne. Donc, en fait, je ne pense pas que l'imprévisibilité sera sensiblement supérieure avec ce genre d'outil a priori. Mais au-delà de ça, Nicolas, je te laisse. On parle dans l'usage, mais il y a au-delà de l'usage, il y a tout l'écosystème autour. Oui, alors comme il nous reste un quart d'heure, je vais être assez rapide pour permettre d'échanger également avec Florence. Vous avez plein de méta-risques. On a parlé de cybermalveillance, de concurrence géopolitique, de déshumanisation. En fait, vous avez déjà, ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, un risque d'anthropomorphisme. Donc, cette tendance à attribuer des caractéristiques humaines à une machine, et vous avez l'impression qu'à la fin, vous parlez à un humain, ou à interpréter ces résultats comme s'il était doté d'une conscience ou d'une intention exacerbée, alors que ce ne sont que des perroquets stochastiques. Donc, ça peut fausser la perception de la fiabilité et de l'objectivité de ces systèmes d'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien que l'autorité, ça a toujours été lié à la connaissance. On ne parle pas du pouvoir, ça c'est différent, parce que la force, il joue un rôle essentiel. Mais quand la connaissance est accessible à tous, ou cette apparence de connaissance, ça pourrait ruiner un fondement de l'organisation sociale et achever de démonétiser les institutions, un peu comme quelque part un patient qui interrogeait déjà avec Internet et pouvait en savoir plus, soi-disant, que son médecin. Et enfin, il y a un autre effet sociologique, c'est cette progression que permet l'accumulation des connaissances. Aux États-Unis, les jeunes actuaires ont du mal, notamment à cause de ça, de l'IA générative, à trouver un job. Mais pour être un actuaire expérimenté, un actuaire, il vaut mieux être passé par le junior. Donc, ça va poser des questions de progression. Et si tu veux bien passer à la slide suivante. Ah, bah, ok. Tu voulais réagir, mais vas-y.
Non, non, en fait, pour aller plus loin, maintenant, quand on va essayer de recoller quelque part à des usages actuariels ou pas, en fait, si je suis actuaire et que j'ai un LLM qui me sert à faire tous mes traitements de contrôle de PM, etc., à chaque trimestre, en fait, on a vu tout à l'heure, et d'ailleurs dans le chat, vous avez aussi évoqué ça en partie, il y a le sujet qui a des phénomènes d'hallucination, et il y a aussi un problème de piste d'audit et de réplicabilité des traitements. Et donc, en fait, ces sujets-là, en fait, il y a quand même des manières déjà, a priori, on voit que c'est partiellement ou largement adressable. Donc, déjà, pour éviter les problèmes d'hallucination, ce qu'il faut, c'est avoir des sets de données d'entraînement qui soient réellement centrés sur les usages qu'on veut en faire. Donc, par exemple, quand on parle de RAG pour aller donner la réponse sur comment fonctionnent les garanties dans un set de, gar- dans un set de dans le pool des polices d'assurance de l'entreprise, ben, il faut au minimum que le set de données d'entraînement contienne ces polices, contienne pas d'autres polices. Comme ça, il ne peut pas y avoir de conflit où les mecs répondent sur des clauses d'un contrat de l'entreprise A alors qu'on travaille pour l'entreprise B, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus ou moins ce qu'il faut en termes de données d'entraînement pour que quand ils répondent, ce soit plaisant à lire et qu'après, ce soit uniquement complété par des données qui répondent à l'usage qui en est attendu. J'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est le principe de la chose. Ensuite, on voit que vu que le LLM, c'est un processus autorégressif, ce que ça veut dire, c'est que plus on va le questionner, plus il va converger vers certains types de réponses qui peuvent être problématiques et qui mènent à ce qu'on appelle hallucination aussi. Et donc, à partir de là, en fait, la réponse, elle est toute simple. Une fois qu'on a entraîné le LLM, on peut en faire une copie qu'on met au frigo. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'usages du LLM, ben, on sait que par le processus d'autorégression, il aura divergé progressivement vers un état qu'on estime hallucinatoire avec une certaine probabilité. Ben, à ce moment-là, on écrase ça et on recharge la version qu'on a mis au frigo, on en refait une copie qu'on met à la place et qui va recommencer à répondre en n'ayant pas eu cette dérive hallucinatoire qu'il a eu. Et donc, en fait, en écrasant le LLM et en le rechargeant à la fin de sa phase d'apprentissage, ben, en fait, on réduira le sujet des hallucinations de manière assez mécanique. Et naturellement aussi, quand on voudra quelque chose de réplicable, ben, on va pouvoir jouer sur le paramètre de température pour tout ou partie des traitements qu'il va faire. Par exemple, on peut garder une température qui est un peu, qui est pas nulle dans tout ce qui est rédaction de rapports d'analyse sur comment commenter un camembert ou un tableau à deux entrées. Mais par contre, pour tout ce qui va être contrôle de concentration ou indicateur statistique de régression, etc., tout ça, bah, en fait, on va lui mettre plutôt une température à zéro pour qu'en fait, si on lui remet le même set de données 6 mois plus tard, il nous donne le même résultat. Et donc en fait, ça fait partie de ce qu'on anticipe pour atténuer les impacts techniques de l'usage des LLM. Et Et alors, ensuite, en termes d'hallucination. oui, typiquement, parce que, et rapidement, pour laisser la parole à Florence, comment est-ce qu'on peut faire en pratique? Alors, vous avez Datacraft, qui est une association qui permet justement de partager des expériences, puisque quand on voit la multitude de sujets et la vitesse à laquelle ça va, c'est vraiment en partageant qu'ensemble, on arrivera à s'en sortir. Et là, c'est un exemple qu'a fait Equimetrix lors d'un atelier sur les rapports du GIEC. Parce que comme c'est du climatique, vous pourriez avoir des gens qui ont envie de faire, de dévoyer le système ou d'avoir des questions agressives pour ou contre, etc. Comment ont-ils fait? Ben, ils ont pris uniquement les rapports du GIEC. Ensuite, ils ont fait un petit outil, il y aura le lien, vous pourrez le tester, qui va traduire la question posée dans n'importe quelle langue en anglais pour avoir une homogénéité. Ensuite, ils prennent dans tous les documents un encodeur qui va prendre tous les paragraphes et les transformer en vecteurs. Ils vont les stocker dans une base de données. Et donc, ChatGPT qui a traduit la question posée en anglais, qui l'a située dans le contexte, et ben, ça va être croisé, cette question également encodée en vecteur et comparée à tous les vecteurs paragraphes. Et donc là, ils vont aller chercher les 10 paragraphes les plus pertinents par rapport à la question. Et à ce moment-là, c'est ChatGPT qui va résumer les 10 documents du retriever et pour qu'à la fin, la réponse à la question posée soit accompagnée des 10 références issues du rapport pour vérifier la véracité de l'information. Et la température, elle est de l'ordre de 0,586, 0,5, pour être sûr qu'il ne délire pas ou que la réponse soit trop loin du corpus.
Et donc, finalement, les avantages par rapport à un chat GPT pur, c'est bien cette association d'outils pertinents, c'est que, slide suivante, les éléments de réponse sont plus souvent en accord avec le rapport du GIEC, que les réponses aux questions très spécifiques sont plus pertinentes et qu'elles sont toujours accompagnées de sources. Parce que c'est vraiment de lui dire, même si je ne tombe pas dans l'anthropomorphisme, tu n'inventes pas, et si tu ne sais pas, tu ne réponds pas. Donc, si tu veux Ouais. bien... Pour compléter, en fait, comme disait Wittgenstein, ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Au-delà Ensuite, des impacts techniques, il y a les impacts sociaux. Qu'est-ce que tu en penses? alors, c'est pour ça qu'on a lancé un sous-groupe de travail avec Michael Dogno et Florence pour se dire qu'est-ce que ça peut dire en termes d'impact par rapport à ce vaste programme pour nos métiers. Alors, l'IA ne remplacera pas l'actuaire, mais par contre, si vous avez une personne, une organisation qui utilise l'IA, ça pourra le faire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une part des connaissances, des compétences techniques, ce qu'évoquait Pierre tout à l'heure, ou Florence, qui est prise en charge par ces outils. Donc, on va aller sur des compétences sociales, ce qui est très bien. Mais ça pose des questionnements. Il faut toujours avoir du recul par rapport à ce qu'on dit. Une collaboration interdisciplinaire, parce que ce qui peut s'appliquer à un endroit peut être également utilisé à un autre endroit. Je vais prendre un exemple. TF1, au sein du groupe Bouygues, utilisait l'IA pour analyser des images. Ils sont allés chez Cola et ils s'en servent maintenant pour identifier des trous dans la chaussée. Et donc, cette importance de l'esprit critique. Et juste avant, slide suivante, il ne faut pas oublier que c'est un sujet qui est parfois évacué. Typiquement, vous avez un rapport très intéressant, State of AI, qui vient de sortir. Il ne parle pas de ces sujets-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une demi-bouteille d'eau d'Evian, ben c'est comme si vous aviez une discussion entre ChatGPT et son utilisateur. Quand Microsoft, avec OpenAI, a entraîné à la fin de la GPT avec 10 000 accélérateurs NVIDIA, donc c'est les performants, ils ont pompé 34 millions de litres d'eau à Des Moines, soit 6% des capacités hydriques de la ville. Et donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu d'embarquer, et ça rejoint les logiques d'optimisation qu'évoquait Pierre, de traiter de faibles volumes de données, de minimiser la quantité d'annotations, de réduire l'impact environnemental. Et on vous a mis plein de jargon derrière pour approfondir. Mais plus globalement, Florence, d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bien, en fait, on a vu les dangers qu'il pouvait y avoir à ce que cette intelligence artificielle nous dépasse par certains moments. On a vu qu'elle avait des pieds et qu'elle pouvait présenter, qu'elle pouvait faire des erreurs. Et donc, il est important d'avoir un esprit critique sur les résultats qui nous sont donnés. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? On en parle beaucoup en ce moment de l'esprit critique. Euh, donc, la définition que j'ai choisie, c'est une posture interrogative qui met à distance les informations qui nous sont soumises. Et cette manière, cette posture, elle a elle avait eu des objectifs différents au fil du temps, et elle a fait appel à des fonctions cognitives légèrement différentes au fil du temps. Donc, si on commence au IVe siècle avant Jésus-Christ avec Socrate et sa fameuse méthode socratique, il s'agissait, puisque l'être humain n'est pas comme les divinités, n'a pas accès à la vérité de façon naturelle, il fallait faire cet effort pour promouvoir l'esprit critique, pour encourager la réflexion profonde, la remise en question des certitudes et la recherche constante de la vérité pour aboutir à la connaissance. Et cette démarche, elle s'est heurtée finalement, enfin heurtée, elle a été percutée par une autre, parce qu'au XVe siècle, une invention technologique
C'est amusant parce qu'on est confronté à quelque chose d'un peu équivalent aujourd'hui, d'une certaine manière. Ça a été l'imprimerie, et l'imprimerie, elle a révélé, elle a fait prendre conscience des erreurs humaines de retranscription des manuscrits. Et donc là, on s'est mis à avoir un esprit critique sur l'humain lui-même, donc retournant la chose contre soi. Et puis ensuite, on a eu une autre approche qui était plus scientifique, donc avec la méthode du doute, où il était nécessaire de remettre en question toutes les croyances, ça a été Descartes, hein, pour arriver à des vérités indubitables. Parallèlement, même période, il y avait Pascal qui ne s'est pas intéressé particulièrement à l'esprit critique, mais qui a mis en exergue les deux fonctions cognitives de l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Et puis est arrivée l'ère des progrès, l'ère industrielle, où il y a eu beaucoup d'espoir dans ces progrès. Et puis, face aux déceptions qu'ont pu apporter l'ère industrielle sur la capacité des êtres humains à aller dans le sens du bonheur et de l'équilibre, face aux deux grandes guerres mondiales, on a eu des gens comme Hannah Arendt qui a mis l'accent sur le fait que l'esprit critique, il ne fallait pas que ça soit réservé à des strates supérieures de la société, pas seulement pour des élites, qu'en fait c'était un problème de responsabilité individuelle et qu'il y avait un danger à la conformité aveugle. C'est une chose qui avait été bien évidemment observée pendant la dernière guerre mondiale. Et, et donc cet esprit critique devait être exercé au niveau individuel. On y est aujourd'hui. On est chaque utilisateur, et nous le sommes tous, tout individu de cette intelligence artificielle, on doit avoir cette responsabilité individuelle de la critique. Parce que, comme on l'a vu, cette intelligence artificielle, elle nous endort, elle parle notre langue, elle nous mâche le travail, et puis elle s'adresse à nos émotions, elle endort notre esprit critique. Et donc, par exemple, pour Laurence de Villers, qui est une chercheuse qui a été dans les premières à s'occuper des robots, elle considère, elle est en informatique émotionnelle au CNRS, elle considère que vraiment l'enjeu principal que pose l'accélération de l'intelligence artificielle, ce sont effectivement ces émotions qui peuvent arriver à nous manipuler ou nous isoler par leur présence pseudo-affective, qui fait que même quand à la limite, même en tant qu'acteur, on peut se laisser piéger, pas forcément uniquement dans les problèmes de réseaux sociaux. Donc il y a un besoin de vigilance, mais en même temps, l'esprit critique, il faut faire très attention. On doit être dans un esprit critique rationnel. Revenons à Socrate et à Descartes. Il ne s'agit pas de dériver dans le scepticisme, qui est une sorte de démission, dans le relativisme, qui est une autre forme de démission, ou dans le complotisme, et ce qui est de se fermer justement à tout raisonnement. Donc, il faut que nous opposions, en revenant aux philosophes, un doute rationnel au résultat de l'intelligence artificielle. Et revenons un petit peu à notre fonctionnement cognitif. Je crois que Pierre, tu veux dire un mot des deux systèmes, Pascal et Daniel Kahneman, parce que ça t'intéresse, je crois. Mais en fait, oui, mais merci beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, par défaut, alors c'est des travaux de recherche et des théories qui sont relativement robustes. Mais en fait, donc Pascal et Daniel Kahneman en fait ont mis en avant que quelque part l'esprit humain
on pouvait déjà, il y avait deux principaux systèmes qui dirigeaient comment on répond quelque part à un sujet sur lequel on doit se positionner. Et donc, en fait, par défaut, on a un système rapide et un système plus lent. Le système rapide, normalement, il est fait, il présente ça sous forme de mécanisme évolutionnaire. C'est un système qui est appris a priori, donc avant la période où la question est posée, et en fait, qui fait qu'on répond de manière rapide et sans réfléchir à certains problèmes. Par exemple, quand il s'agit de conduire et qu'on doit changer de vitesse, en fait, on ne va pas se poser la question sur la vitesse, je suis à laquelle, comment je dois penser, quel bras, tout ça, etc. En fait, on a l'esprit, de manière intuitive, a appris à actionner les muscles et à changer le levier de vitesse dans la voiture. Et après, c'est à opposer avec le sujet analytique où quelque part, on se dit, il y a quelque part, il y a une phase de prise de recul et de mise à distance de la question et de se dire, en fait, est-ce que j'ai tous les éléments? Est-ce que j'ai des biais? Est-ce que j'ai des choses? Et à partir de là, la réponse se construit de manière plus lente, sur la base d'une analyse. Et donc, en fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, ces outils d'IA générative, ils remplacent ils peuvent être amenés à remplacer toute une série d'éléments de réflexion, de traitement, etc., qui font qu'on prendra pour acquis des choses qui sont très élaborées a priori et que eux vont pouvoir prendre en charge. Et donc la vraie question, c'est en fait, on pourrait très bien le traiter de manière intuitive et en fait à ce moment ne pas se poser de questions, comme en fait par défaut, il faut probablement mettre en place un fonctionnement qui réintroduise une étape analytique dans tout ou partie des usages qu'on peut en faire. Mais en fait, Florence, quand on a discuté de ça, tu as aussi apporté un troisième système. Oui, il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Houdet qui a écrit d'ailleurs un gros bouquin et qui a travaillé à base, comme on fait maintenant pour comprendre les systèmes cognitifs, qui a travaillé sur l'imagerie cérébrale. Et de même que donc on s'est intéressé là pendant tout le webinaire à comment fonctionne l'intelligence artificielle, ben, il faut savoir aussi comment nous on fonctionne, comme vient de l'expliquer Pierre, pour pouvoir avoir des armes suffisantes face à l'intelligence artificielle pour que le patron, ben, ce soit nous et pas elle. Et Olivier Houdet, par l'imagerie cérébrale, a montré l'existence en fait d'un troisième système cognitif qui est un système inhibiteur du système intuitif. Et cette capacité d'inhibition, c'est souvent d'ailleurs le cas maintenant dans ce qu'on découvre dans les fonctionnements cognitifs, c'est qu'il y a un troisième système entre le cerveau droit, cerveau gauche. Là, ce n'est pas une histoire de cerveau droit, cerveau gauche, mais c'est aussi ce problème de ce système qui va inhiber. Et notre inhibiteur, on n'en avait peut-être pas tellement besoin dans le temps, surtout quand on n'était pas soumis individuellement à des tentations de paresse hein, que nous permet l'intelligence artificielle. Elle nous permet de moins travailler. Et donc, dans le temps, il n'y avait pas ça. Bon, maintenant, nous y sommes de plus en plus confrontés. On nous endort, nous sommes endormis. Il faut que nous réveillions cette fonction de notre système cognitif. Il faut absolument la muscler de façon pour que ce système logico-critique ait le temps de faire son travail. Dans ce monde qui va très très vite, il faut absolument qu'on apprenne à faire ça. Et il y a d'ailleurs un magazine, une revue mensuelle qui s'appelle Sciences humaines, à laquelle je suis abonnée, et qui, dans son avant-dernier numéro, parce que le dernier numéro vient de sortir, a mis tout l'exergue sur l'esprit critique est un sport de combat. Et je crois que c'est tout à fait ça. Nous devons prendre conscience que nous devons exercer notre esprit critique, et notamment pour les enfants. Euh, c'est vrai, maintenant, ils ont des portables tout jeunes, etc. C'est de plus en plus difficile
de leur muscler l'esprit critique. Et donc, ce chercheur, Olivier Houdet, il l'a fait d'ailleurs déjà en collaboration avec Nathan, des matériels pédagogiques pour former les enfants à l'esprit critique. Et je pense que nous actuaires, eh ben, il faut qu'on y pense et qu'on muscle également notre esprit critique et pourquoi pas se faire des petites formations là-dessus. Je crois qu'il faut prendre la chose très au sérieux et avoir conscience ensemble, comme le disait tout à l'heure Nicolas, on s'en sortira ensemble. L'intelligence artificielle en système ouvert permet d'échanger et de progresser tous ensemble. Et je pense que là aussi, il faut qu'ensemble, comme quand on fait de la gym, hein, ou quand on court ou qu'on fait du vélo, bah, c'est quand même plus sympa de le faire ensemble, on est plus efficace. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi qu'on doit faire pour notre système inhibiteur, pour qu'il inhibe, vous avez compris, la partie paresseuse, mais utile. Utile. Elle est très utile, cette partie intuitive. Mais elle nous pousse à la paresse et face à l'intelligence artificielle, il faut lutter et muscler notre esprit cognitif. Voilà. Alors, En gros, vous voyez sur cette image, c'est le Shoggoth. C'est une entité science-fiction qui est devenue une métaphore de l'intelligence artificielle générative. Parce que ce même, ça illustre comment les modèles de langage de l'IA fonctionnent, tout en exprimant les craintes liées à leur complexité et à leur déploiement. Ça incarne cette incertitude qui entoure l'évolution de l'IA. Et on a déjà une première question dans le chat. Avec les LLM, je trouve qu'on a plus de problèmes de fear of missing out, de la peur de louper quelque chose, que d'endormissement. Alors effectivement, on peut repartir des courbes de Hyde, de Gartner. De mon point de vue, ça va sûrement mettre du temps à arriver dans les entreprises parce que c'est normal, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une viscosité. C'est plus facile de faire ça tout seul avec la machine que d'intégrer ça dans un processus. En revanche, vous avez tellement d'acteurs qui sont là-dessus, on voit bien qu'il y a déjà des premiers frémissements, que si on ne s'y met pas maintenant, si on ne se forme pas, si on ne s'y prépare pas, quand ça va arriver, ben ceux qui auront pris la main en amont auront peut-être un écart de compétition. Ça me fait penser, juste avant le crack de 2000, il y avait un directeur commercial qui disait, bon, Internet, hein. Alors c'est sûr qu'en assurance, ça ne fait pas 100% des souscriptions. En revanche, combien de temps pouvez-vous vous passer de votre iDoudou? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, pour compléter aussi par rapport à ça, en fait, pour moi, je suis d'accord qu'actuellement, on est dans une attente de déploiement, de nouveaux usages, de voir émerger les choses. Par contre, en fait, une fois qu'on est dans l'usage, l'endormissement, il va venir très naturellement par paresse de se dire, bon, bah, ça, c'est bordé. Voilà. Et en fait, techniquement, par exemple, pour faire mon contrôle de provision mathématique, j'ai besoin de quelqu'un, disons, de mon stagiaire de troisième. Il a un script avec une série de questions à poser devant le truc. Il va produire le machin, il y aura les tests, les contrôles, il y aura la qualité suffisante. Et en fait, j'ai plus de questionnement à me poser. Et en fait, comment dire, là, j'exagère quand je dis ça, mais en fait, ça veut dire qu'il y a un risque quelque part que des choses qui sont complexes, mais qui sont sous-traitées par ces outils-là, soient vues comme des problèmes résolus définitivement. Alors qu'en fait, par défaut, il faut garder toujours cette vigilance, cette agilité, de garder des ressources et des compétences pour être capable de les remplacer ou de reprendre à sa charge tout ou partie de ces processus, de pouvoir les questionner, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et en fait, comment dire, si on se retrouve à valoriser dans une organisation des gens qui sont capables de bien présenter, d'habiller trois rapports et d'avoir un très bon relationnel et social, en fait, il se peut très bien que le jour où le modèle sera plus adapté ou qu'il faudra réajouter une nouvelle formule, une nouvelle méthode ou une nouvelle contrainte réglementaire qui sera arrivée, en fait, il faudra continuer à garder cette capacité à comprendre la méthode d'origine, celle qui a été implémentée dans ces outils-là, et aussi à la mettre à jour en sachant que ce sera des tâches extrêmement plus complexes et sensiblement plus combinatoires que ce qu'on a actuellement avec l'informatique standard.
Et il y a une réaction dans le chat en disant effectivement, sauf si on devient des contremaîtres pour faire du monitoring, réentraînement, plutôt que des ouvriers, petites mains qui font l'audit ou autres tâches automatisables. Et Voilà, mais oui, en fait, et c'est exactement ça, c'est qu'une fois que c'est voilà. automatisé, il faut quand même être capable de reprendre à sa charge ou de valoriser la capacité de rentrer dedans et de comprendre comment ça marche. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est la première fois que, auparavant, l'automatisation, c'était plutôt la partie manuelle, hein, bon, l'école bleue, les ouvriers, les ludites. Et maintenant, les parties les plus créatives, vous voyez bien la production, la grève à Hollywood, etc., qui se trouvent menacées. Donc, ça peut perturber significativement la société. Vous avez Laurent Daudet, donc, qui est le patron de Lighton, une des startups françaises sur l'intelligence artificielle, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Green Machine, une BD qui est très bien faite pour expliquer justement des aspects de l'intelligence artificielle avec des scénarios à la fin pour dire vers quoi ça pourrait évoluer. Et il n'a pas fait ça tout seul, il s'est associé avec Apupen, qui est un dessinateur de BD indien. Et en Inde, il est un peu critique par rapport au système. Bon, comme c'est de la BD, il s'en moque un peu, il n'est pas trop attaqué, mais. Et il s'est dit, bah, potentiellement, ça pourrait remettre en cause des castes. Donc là encore, ça va peut-être mettre du temps, il y a des choses qui vont arriver, d'autres qui ne vont pas arriver, mais il y a quand même un potentiel de transformation de cette technologie qui est relativement important. Et relativement, pour moi, est plus, enfin, plus que relativement d'ailleurs. Nous avons épuisé les questions, là, il me semble, non? Il y avait d'autres Et questions? le temps, alors je tiens à remercier tous les membres du GT à anticiper les risques en univers incertain qu'on copilote avec Florence sous l'égide de Pierre, avec Maud Thomas également, et donc plein d'autres. C'est grâce à eux qu'on a pu vous présituer aujourd'hui ces travaux. Et c'est vraiment ensemble qu'on y arrivera. Et on aimerait bien que vous nous rejoigniez dans ce groupe de travail, si vous le souhaitez. On s'y amuse bien parce que c'est là pour... c'est important, mais il ne faut pas être triste pour autant, hein. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, eh bien, tous les trois, Pierre, Nicolas et moi-même, on vous remercie beaucoup de votre attention. Vous étiez nombreux et on vous remercie. Et puis, on espère que vous allez tous être à la fois très agiles, d'excellents utilisateurs et que vous restez les contremaîtres, n'est-ce pas? Et que vous allez affûter votre esprit critique et votre inhibiteur de l'intuition. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Bonsoir. beaucoup, bonne soirée.